messieurs, bonsoir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour en finir avec l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda? Qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan géostratégique? Nous allons en parler dans cette émission. Nous allons revenir sur cet accord, possible accord minier entre la RDC et les États-Unis. Que faire pour éviter les erreurs du passé? Et pour terminer cette émission, on va parler du gouvernement d'union nationale dont les consultations sont en cours. Pas jusque-là l'opposition pour laquelle l'ouverture a été faite par le chef de l'État. Aucun opposant n'a été reçu par les sécurocrates du président de la République. Pour en parler, notre invitée ce soir, c'est une dame. Cynthia Koudoura, bonsoir. Bonsoir Ambroise. Cynthia Koudoura, vous êtes juriste. Absolument, juriste de formation. Et puis voilà, je commente aussi de temps en temps l'actualité politique. Juriste sans coloration politique. Pour le moment. Pour le moment. Ça pourrait venir avec le temps. Peut-être avec le temps. En train d'observer un peu la situation au pays. Alors, on vous a fait venir sur ce plateau pour parler un peu avec vous, avoir vos analyses sur la question de l'Est. Absolument. On est agressé, deux grandes villes sont tombées, Goma et Bukavu. On cherche des solutions. On cherche des solutions. Et quand vous observez cette situation, quelle est l'idée qui vous vient en tête? En fait, pour moi, quand j'observe cette situation, je me dis en fait que la situation à l'Est montre les faiblesses du pouvoir central, tout simplement, et la défaillance d'une manière générale de nos institutions. Et quand je le dis, ce n'est pas qu'on est là pour tirer à balles réelles sur le régime en place, mais il est important d'épingler en fait effectivement les faiblesses. Qu'est-ce qui nous a conduit à ça? Et surtout, maintenant que nous sommes dans cette situation, qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de cette humiliation? Parce que quoi qu'il en soit, c'est quand même une humiliation. Lorsque je parle, par exemple, de la faiblesse des institutions, c'est-à-dire que nous n'avons pas été capables de préparer, d'anticiper. Pourtant, la position géostratégique qui est la nôtre, avec les 9 pays voisins, la superficie de la RDC qui est égale à plus ou moins 27 pays de l'Union européenne, on ne pouvait pas se retrouver dans cette situation. Nous devions avoir une politique assez avant-gardiste, on devait déjà préparer la riposte en cas d'attaque, et c'est comme ça que moi je me suis dit qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Au lieu d'avoir tout simplement un ministère de la Défense nationale, on peut aussi créer le ministère de la guerre. On peut créer le ministère de la guerre. De la guerre. Parce qu'en fait, ce concept-là a été institué au Troisième Reich. Mais les motivations d'Hitler à ce moment-là, elles étaient plutôt expansionnistes, colonialistes. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous, on est dans une logique de survie. Nous avons 9 pays voisins, nous avons les richesses qui sont les nôtres. Donc les pays voisins nous regardent avec un regard envieux. Ils ont la convoitise. Absolument, ils ont la convoitise, qui peut être légitime ou pas. Mais c'est à nous de nous organiser, parce que ça a toujours été comme ça. Les pauvres détestent les riches. Les riches, oui. Tout c'est comme ça. Donc c'est à nous. Ils vous regardent, vous passez avec votre voiture, ils vous insultent. Exactement. Donc il y a une frustration, on aimerait bien, il y a une convoitise. Donc c'est à nous de nous organiser par rapport à cette position que nous n'avons pas choisie, mais qui est nôtre, et d'organiser et de se dire que, parce que la défense nationale, c'est un concept beaucoup plus attentiste. On attend l'attaque pour réagir. Et donc il s'agit vraiment de la sécurisation des frontières, qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes, etc. Il s'agit vraiment de sécuriser les frontières. Le ministère de la guerre, par contre, moi je le voulais beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'armement de guerre et qui va être fourni par les efforts. Alors, on va revenir un peu au ministère de la guerre. Vous parliez de faiblesse. Ça signifie que l'État congolais, le gouvernement bien entendu, n'a pas été capable de pouvoir un peu anticiper les événements en regardant la géographie politique de la RDC, les enjeux. Et absolument. Parce que, absolument, une armée a un budget. Et c'est comme ça que moi, quand j'ai vu Madame la Première ministre venir demander aux Congolais de se mobiliser, de cotiser, c'est absurde, Ambroise, parce que d'abord vous allez cotiser, vous allez mettre combien? Ça coûte de l'argent. Et il y a un budget de l'État pour son armée. Donc il faut respecter, c'est-à-dire quand on met, je mets un montant comme ça, on met par exemple, on a dit 100 millions par exemple, juste pour les militaires ou l'armement et tout, il faut respecter l'affectation. Parce que les défis sont tels que la guerre maintenant nous montre les faiblesses du pouvoir central. Je vous donne un exemple par exemple.
Parce que quand il y aura une alchimie un peu plus tard, Ambroise, il faudra réfléchir à certaines réformes qu'on peut faire pour que plus jamais nous tombions encore dans cette humiliation. D'accord? Ici, par exemple, lorsqu'on regarde la superficie du pays, je vous ai dit ici, l'autre fois, je suis passé dans une autre chaîne où j'ai fait la démonstration, où j'ai montré que le Rwanda, c'est plus ou moins 26 000 km². Ok. Il n'y a pas une province supérieure. Donc, c'est-à-dire toutes nos provinces, excepté Kasaï oriental, Oui. a une superficie supérieure à celle du Rwanda. Et si le Rwanda peut avoir 30 000 hommes, ça veut dire que nous aussi, on peut, chaque province Peut en produire 30 000. Nous pouvons aussi avoir une armée. De manière que même quand le Kivu peut avoir une armée, le Bandundu peut avoir une armée, etc., etc. De manière que quand il y a une attaque, qu'on n'attende pas nécessairement la réponse du pouvoir central. Ce sont des choses auxquelles on peut réfléchir. Moi, je ne suis pas une spécialiste, vous savez, de la sécurité. Pas ça, c'est même pas la sécurité, mais de la défense, etc. Donc, il faut voir avec les spécialistes. Vous donnez quand même des bonnes idées, voilà, il faut voir les spécialistes. Comment on peut organiser, réfléchir sur ça, pour que chaque province soit dotée d'une armée, de son armée, en attendant peut-être la réponse de Kinshasa, par exemple. Mais au moins, quand il y a une attaque, le Kivu peut se défendre. En tout cas, toutes les provinces qui sont frontalières à des provinces frontalières à nos voisins sont en mesure de réagir. Voilà. Alors, je reviens maintenant à la proposition de la création du ministère de la guerre. Alors qu'il y a un ministère de la Défense qui existe. Exactement. Le ministère de la Défense, il est attentiste. Il est attentiste. C'est-à-dire, on attend l'attaque pour nous défendre. Réagir. Le ministère de la guerre, nous devons nous mettre en tête que nous sommes perpétuellement en guerre contre les États voisins et la communauté internationale également qui a aussi des yeux sur nos richesses, nos terres. Et demain, aujourd'hui, c'est les minerais. Demain, ça peut être l'eau, ça peut être les forêts, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, le ministère de la guerre est beaucoup plus dynamique. C'est un concept plus dynamique où on va travailler sur l'armement. Uniquement sur l'armement de guerre. L'armement, la logistique, de guerre. Voilà, de manière à être prêt. Et le ministère de la Défense dans l'administration peut-être. Je ne sais pas si on dit dans l'administration, mais de manière à être prêt et même attaquer sans que... C'est-à-dire, moi je pense du principe, vous voyez comme Poutine n'a pas attendu. C'est-à-dire, devant une menace, lui, il attaque. Et c'est la meilleure défense quelque part. Donc c'est ça le ministère, c'est plus dynamique. Et là, on a les efforts de guerre et on travaille sur l'armement. Et ça, c'est permanent. Et qu'on soit en guerre ou pas, nous devons avoir un ministère de la guerre, de manière à être prêt. Le ministère de la Défense nationale, c'est plus attentiste. C'est la sécurisation des frontières. Voilà. Ok. Le ministère de la guerre, il faudra qu'on puisse le créer. Exact. Peut-être que vous serez entendu et que... Je ne sais pas. Lors du gouvernement d'union nationale... En tout cas, moi je pense quand même, qu'il faille avoir quelqu'un qui fait l'école de guerre. Oui. Mais n'empêche, si j'étais à la tête de ça, il faudra alors m'entourer des milliers. Parce que vous avez quand même l'inspiration, c'est quand même l'inspiration. Mais je pense quand même qu'il faut quelqu'un qui... Ça peut même changer, ça peut casser les habitudes du ministère de la Défense. Et on engage le pays vers tout à fait. Moi, je jette une autre conception des choses. Exactement. Je jette le pavé dans la mare comme ça. Moi, je pense quand même qu'il faut un spécialiste de la guerre. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait la guerre, quelqu'un qui a fait l'école militaire ou l'école de guerre, quelque chose comme ça. Mais si vous ne l'avez pas fait, alors vous devez vous entourer des meilleurs. Des gens qui ont l'expérience, des stratégies sur terrain, qui savent comment ça se passe. Parce que c'est la guerre. Il y a le Tchède, il y a le Tchède actuellement, voilà. où il y a des spécialistes de la guerre qui donnent cours, même aux civils et aux militaires, effectivement. Donc le Congo a ces gens-là qui peuvent réfléchir sur la création d'un ministère de la guerre, engager le pays à une stratégie pure et simple contre les voisins. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez réalisé que le Rwanda a une superficie inférieure à celle de chacune des provinces de la RDC. Absolument, excepté le Kasaï oriental. Excepté le Kasaï oriental. Qui est à 9 000 km. Alors, quand vous prenez les hommes, le nombre des militaires rwandais, 30 000 hommes, vous estimez que chaque province peut avoir 30 000. Absolument, parce que si vous avez un pays qui a une superficie inférieure à la vôtre et qui a déjà au moins 30 troupes, donc vous aussi, vous pouvez en avoir plus même, minimum, c'est-à-dire au minimum. On peut organiser ça. Et encore une fois, c'est aux spécialistes de savoir comment on peut organiser ça. Ça s'organise. Ça s'organise, oui. Ça s'organise. On ne peut pas toujours attendre Kinshasa. Parce que, je vous le dis ici, nous avons une superficie de 27 pays de l'Union européenne. Ce qui veut dire, Ambroise, que si par exemple l'Allemagne est attaquée, si l'Italie était attaquée, il faut attendre la réponse de Bruxelles.
possible. Or, dans l'Union européenne, chaque pays a une armée. C'est ça la logique qu'il faut avoir. Donc nous avons une superficie de 27 pays de l'Union. 27 de l'Union européenne, mais chaque pays a son armée. On n'attend pas Bruxelles. Hein. Voilà. C'est ça la logique. C'est ça la logique dans laquelle nous devons aller. Voilà. Donc moi je propose, dans les réformes, il faut qu'on s'organise pour que chaque province soit prête à se défendre. Chaque province doit être prête à se défendre. Alors, mais il y a quand même un problème d'argent à ce moment-là. La création d'un ministère de la guerre, les attributions, l'armement. Oui, il faut donner les attributions, il faut enrichir le concept, il faut y réfléchir. Mais le budget, l'État vote un budget pour son ami qui est promulgué. Donc, le problème ne se pose pas au niveau... Le problème, c'est l'affectation, souvent. Ah, souvent, c'est l'affectation. Oui, c'est-à-dire que l'argent n'arrive pas. Parce que là, souvent, moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous ai dit que nous avons un problème au niveau de nos institutions parce que quand les localités tombent les unes après les autres comme ça, l'Assemblée nationale devait interpeller les ministres qui se sont succédés de la Défense. Pour savoir... Qui se sont succédés. Oui, qui se sont succédés. Parce que là c'est Goma, mais avant Goma, il y a d'autres localités qui sont tombées. Justement, Bunagana, en 2022 voilà. Depuis 2022. Est-ce qu'on a interpellé, depuis les premières localités qui ont été prises, est-ce qu'on a interpellé les ministères de la Défense à ce moment-là pour dire qu'est-ce qui ne marche pas? Ils doivent être entendus pour qu'on sache quel est le problème. C'est le problème d'argent, c'est le problème de stratégie, c'est le problème de... Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est comme ça que je dis qu'il y a une faillite au niveau des institutions parce que l'Assemblée nationale, qui doit en principe légiférer, mais surtout qui a un rôle de contrôle du gouvernement, n'a pas contrôlé le gouvernement comme il se devait. Est-ce qu'on est un pays un peu en difficulté du fait de... Je sais pas moi, ce qu'on peut appeler traîtrise, trahison, infiltration. Il y a tout ça. Étant donné que dernièrement, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qui appelait les députés à quitter les groupes armés. Absolument. Est-ce que ça affaiblit les institutions? L'infiltration affaiblit clairement. Clairement. Mais moi, encore une fois, il faut appeler... Moi, j'aimerais bien qu'on appelle les spécialistes de la défense, des services de renseignement, etc. Je ne sais pas eux s'ils sont habilités à parler comme ça de tout ça, mais il y a une manière de... Parce que l'infiltration, vous pouvez être infiltré tout comme vous pouvez aussi... Vous aussi, nous aussi, on peut infiltrer. On peut infiltrer aussi. Absolument, on peut aussi infiltrer. Justement. On peut aussi le faire. Donc nous devons réfléchir. Et si nous aussi, on peut le faire. Et si nous identifions, on peut identifier que tel général, par exemple, est un traître ou un tel. Mais il faut que la justice fasse son travail. Alors, il faut qu'on ait une rigueur. Vous savez, Ambroise, moi, je ne veux pas... Moi, l'impression que donne ce pays, c'est qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Mais notre budget n'est pas aussi colossal. Non, non, c'est pas vrai. Ah, ok. C'est pas vrai. Je ne peux pas ici vous donner tous les éléments, malheureusement. Mais il y a un budget conséquent pour la défense nationale. Et quand il y a des problèmes, c'est l'intérêt d'interpeller. C'est le travail de l'Assemblée nationale, ça. Qu'on interpelle le ministre. On avait affecté, par exemple, ça. Il y a une politique, parce que la défense, elle a une politique nationale. Et Madame la Première ministre a été ministre du Plan. Donc, quelle était la planification pour la défense nationale? Oui. N'est-ce pas? Avant d'être Première ministre, elle a été ministre du Plan, avant d'être Première ministre. Donc, ça avait été la planification faite auparavant. Absolument. C'est de ça dont il est question. Donc, il y a l'argent, il y a une planification, il y a une vision. Qu'est-ce qu'on avait prévu, comment ça devait se faire? Et quand il y a des problèmes, on établit les responsabilités et on sanctionne. Voilà. Ça, c'est très bien. Donc, il faudra réfléchir. Je pense qu'on est en train de nous suivre. Retenez déjà ça. La création du ministère de la guerre et... les recrutements, une armée à chaque province. Voilà. Est-ce que ça s'apparente un peu à ce que l'on voit les politiciens qui sont sur terrain en train de demander aux jeunes de se faire enrôler dans l'armée? Non, non, je ne pense pas que ça soit la même chose. Parce que vous pouvez sensibiliser, le recrutement, c'est encore autre chose, je pense, à mon avis. Mais le problème ne se pose pas là. Le problème, c'est au niveau du traitement. Ah, le traitement. Le traitement des militaires. La solde, le problème, c'est au niveau... sécurité même de... Absolument. Je vais m'expliquer. L'engouement qu'on demande aux jeunes d'entrer dans les défenses, c'est pas mauvais. Mais le problème n'est pas là. C'est quel est le traitement que vous accordez à ceux qui sont déjà là, par exemple.
La Première ministre a dit que voilà, ils vont passer au mois de mars à 160 $. Quels sont les critères qui permettent de fixer le salaire d'un militaire à 160 $? C'est scandaleux. Pendant que les parlementaires sont au moins à 20 000 $. Ouais. Vous voyez qu'il y a une ségrégation salariale qui est insupportable. Ouais. Il faut rééquilibrer. Quand les conditions sont réunies, tout le monde viendra. Je vous donne un exemple pour l'engouement autour des élections législatives. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de candidatures? C'est parce qu'ils sont très bien payés. Ah, justement, on accourt vers... Vrai ou faux? Moi, je pose des questions, vous répondez. Vrai ou faux? Donc, si vous mettez les militaires à 30 000, ils viendront. Ah, ils viendront. Mais bien sûr. Et il faut le faire, c'est le minimum. Parce que eux Mais ça devrait aussi être réaliste en même temps. Mais pourquoi ça ne serait pas réaliste? En bras, je vais vous dire. Aujourd'hui, nous pouvons vivre sans Assemblée nationale. Le pays va fonctionner. Ouais. On ne peut pas vivre sans Parlement. On va vivre. Il n'y a aucun impact dans la vie des Congolais en vrai. Mais les lois, on va donner au président de la République ça n'a aucun impact. De légiférer lui-même. Mais sous Mouzé, il n'y avait même pas de Parlement, je pense. Mouzé a travaillé sans Parlement, sans Assemblée nationale, si je ne me trompe pas. Je ne mens pas à ce que je dis là. C'est-à-dire, il y a des corps de métier, la survie même du pays en dépend. Un militaire, si on ne peut payer un parlementaire à 30 000, au nom de quoi on paye un militaire à 2 000? Un militaire se fait trouer la peau pour l'honneur du pays et pour la protection des Congolais. C'est eux qui devraient être au minimum à 30 000. Et moi, je dirais même plus une dotation qu'on donnerait à leur famille. Quand le militaire va au front, il a le moral, Ambroise. Et que même s'il meurt là-bas, il sait qu'au moins l'État, derrière moi, va prendre soin de ma famille, de mes enfants. On devrait même leur donner une dotation à vie pour le sacrifice suprême pour le pays. Sacrifice suprême. Le sacrifice suprême pour le pays. Et ça, c'est l'État qui donne. En retour, quand l'État vous donne cet honneur-là, vous aussi, vous rendez l'honneur à la République. Vous pouvez mourir pour la République. On vous donne l'honneur, vous rendez l'honneur à la République. Et vous mourrez pour ça. Et vous mourrez pour ça. C'est ça les réformes. Et moi, je n'ai rien contre les députés, mais je trouve scandaleux que soit ils mangent, ils boivent la représentation nationale en plus. Et ils ne donnent rien à la République. C'est pas de donner, on doit rabattre. Il faut rééquilibrer en bras. Ce n'est pas correct. Eux se font trouer la peau. Trouer la peau. Et après on dit voilà, et on s'étonne le spectacle. Voilà le spectacle maintenant. Oui, mais là, il faudrait changer la Constitution, peut-être. Comment ça? Non, les barèmes. Non, c'est pas changé. Mais au nom de... la Première ministre a dit il faut revoir les barèmes, là. On réduit les trains de vie des institutions. Il faut réduire les trains de vie des institutions et leur donner à eux, en priorité, parce que nous sommes en temps de guerre, on doit augmenter. Et ce n'est pas à 500 $, ni à 1000 $, c'est au minimum 10 000. Je dirais même 30 000. Parce que les députés, c'est quand même décaissé pour eux. Si on peut décaisser pour eux, et pourquoi pas pour les militaires? Et il y a d'autres corps de métier comme ça. Là, on parle parce que par rapport à la situation sécuritaire. Mais sinon, on peut dire la même chose des médecins, on peut dire la même chose des professeurs qui sont tout le temps en guerre. Oui, il n'y a pas que les militaires. Il y a des corps de métier, ce sont de véritables héros de la République. Le corps médical qui soigne des vies, un médecin qui passe sa vie à soigner, à sauver vos vies, ce sont des héros. Les professeurs qui, eux, enseignent nos enfants, ce sont des héros, on ne peut pas les mépriser comme ça. Et puis, ils sont tout le temps en grève. Ce n'est pas acceptable. La géostratégie, c'est quelque chose de très important. Absolument, parce qu'on ne l'a pas choisi, c'est la position qui est la nôtre. Nous avons 9 pays voisins et on doit être regardant. On doit organiser la défense sur toute l'étendue, c'est-à-dire tout au long de nos frontières et la communauté internationale. Alors, pendant ce temps, la situation sur terrain, c'est une menace du M23 pour prendre Kisangani, ainsi de suite. Et vous avez déjà parlé de la solution qu'il faut. Il faut un ministère de la guerre pour ça. Un ministère de la guerre, il faut un animateur qui a la volonté et le sérieux du travail, d'accord. Et puis, où les trouver celui-là, cet animateur-là? On va les trouver où? Voilà le vrai problème. On va les trouver où? C'est des profils qu'on a, mais enfin, vous donnez des responsabilités aux gens, ils déçoivent. Ils déçoivent. Mais quand on déçoit, qu'est-ce qu'on fait? Moi, Cynthia, j'aime le pays, je suis une femme capable. Mais je dis, pour le ministère de la guerre, il faut quand même une expérience de guerre. Ouais. Mais même sans ça, on peut s'entourer des meilleurs et on peut faire quelque chose. On ne dit pas qu'on va tout résoudre. Mais quand vous aimez le pays, il y a un minimum de sérieux. Le problème, c'est la gabégie. La gabégie financière. C'est ça qui tue le pays. Et sans sanction, c'est ça qui tue le pays. Et pendant ce temps, la RDC se tourne vers les États-Unis d'Amérique avec un accord qui serait en train de se préparer pour se finaliser
mine contre sécurité, Sécurité. comme c'est fut le cas avec la formule mine contre infrastructure avec les Chinois. Là, ce serait mine contre sécurité. Est-ce que c'est une bonne chose de pouvoir signer un tel accord? Pour moi, Cynthia, quand je regarde un peu, j'ai un problème avec on va appeler ça un deal, parce que pour le moment, on ne sait pas très bien juridiquement de quoi est-ce qu'il s'agit. D'accord? Pour moi, c'est un deal qui ne résiste pas aux analyses. Pourquoi? Parce que déjà, il faut définir. Est-ce qu'on essaie de résoudre le problème économique avec ce deal ou est-ce qu'on essaie de résoudre un problème sécuritaire? Il faut que ça soit dit. Ensuite, les termes de référence doivent être connus. Pour moi, Cynthia, au-delà du fait qu'il est le garant de la nation, de la Constitution et le garant de la bonne marche des institutions, au-delà de tous les pouvoirs qui lui sont donnés par la Constitution, le président de la République de la RDC ou même de n'importe quel pays ailleurs n'est pas le propriétaire du pays. Le président de la République n'est pas le propriétaire du Congo. Ça doit être clair. Par conséquent, quand il y a un deal comme ça, c'est-à-dire il s'agit de nos terres, n'est-ce pas? Les mines sont dans les terres. Il faut, pour tous les Congolais. Pour tous les Congolais. Une question comme ça doit être débattue en Conseil des ministres. Pourquoi le Conseil des ministres? Parce que déjà, c'est la première ministre ou le Premier ministre qui définit la politique de la nation en concertation avec le président de la République. Ensuite, dans un deal comme ça, il y a plusieurs ministères qui sont concernés. Le ministère de l'économie doit savoir, un deal comme ça va nous rapporter combien au pays. Le PME, on doit savoir, est-ce qu'on va créer par exemple de nouvelles entreprises, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on va, existant déjà, pardon, celles qui sont là, et puis on crée d'autres, et on peut être en joint venture avec les entreprises, par exemple, américaines. PME est concerné. Développement rural est concerné. Parce qu'on doit savoir quel est l'impact d'un tel projet au niveau au Congo profond. Le ministère de l'Environnement, concerné. Parce qu'il y aura des fouilles, des éboulements, des trous et tout ça. On doit mesurer tout ça, l'impact au niveau environnemental. Le ministère des Affaires foncières est concerné. Le ministère de l'aménagement territorial. Oui, mais aménagement territorial, parce que c'est l'aménagement qui dit ici on peut construire, ici on peut faire le champ. C'est l'aménagement en principe du territoire, parce qu'on ne sent pas vraiment, mais c'est l'aménagement du territoire. Voilà, et le commerce aussi. Donc on doit en discuter. Les termes de référence, les termes de référence doivent être connus. Est-ce qu'il s'agit d'un don, Ambroise? Qu'est-ce que le président compte faire? Il veut donner ou c'est une cession? Ou c'est l'amphithéose? C'est quoi exactement le statut juridique de ce qu'on doit le savoir? Est-ce qu'on veut donner? Oui, prenez et puis faites ce que vous voulez. Sécurisez-nous. Et là, on se pose un problème avec le droit coutumier. Oui. N'est-ce pas? Il y a aussi un problème avec les droits coutumiers. Absolument. Parce que les richesses, nous sommes, la RDC, c'est la composition, c'est toutes les ethnies que composait le pays depuis 1960. C'est ça la RDC. Donc nous sommes un pays ethnique. Les terres appartiennent au chef, n'est-ce pas? Il y a un lignage. Donc quand vous prenez par exemple les minerais du Katanga ou au Kassa, ça appartient à... Mais la Constitution dit que le sol et sous-sol appartiennent à l'État. Oui, mais l'État c'est qui? Et même s'il y a la loi, il y avait la loi Bakajika, le droit coutumier et le pouvoir des chefs coutumiers n'est pas mort. Donc il faut concilier. Donc, on doit savoir, là-bas, est-ce que vous voulez donner la terre des gens? Parce que si vous faites ça comme ça, c'est comme si vous arrachez, parce que les mines sont sur les terres. Et les terres appartiennent aux familles, aux lignages, aux ethnies et tout. Il faut voir, il faut concilier tout ça. Donc, on amène le débat d'abord en Conseil des ministres. En Conseil des ministres, ensuite à l'Assemblée nationale. Ensuite à l'Assemblée nationale. Et voyez, quand je dis que normalement, voilà le rôle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée doit se saisir, on doit en discuter. Vous interpellez les ministres. Là-bas, c'est quoi les termes de référence? On gagne quoi? C'est pourquoi? Pourquoi Ambroise? Parce que chaque fois, on nous fait des guerres, parce que justement, on nous dit qu'on n'a pas respecté des deals. Ah, on ne respecte pas les accords. Les accords, par exemple. Ah, mais les accords dont les Congolais... On a mal négocié. Et les accords dont les Congolais, on ne sait absolument rien. Mais de quoi est-ce qu'il est question? On s'est engagé à quoi? On ne sait pas. Le pays appartient, les terres appartiennent au pays. Les Congolais doivent savoir. Ça doit être débattu. En Conseil, ensuite au Parlement. Et proposer que ça ne soit pas un obstacle à la conclusion d'un tel accord qui apporterait sécurité. Non, mais si c'est un accord, mais moi je n'ai jamais vu où on donne des minerais pour la sécurité. La sécurité, elle se travaille. Moi, bon, d'accord, c'est pour la sécurité. Demain, l'Angola vous attaque, vous donnez quoi? Demain, Congo-Brazza, par le fleuve, on va encore donner quoi? Non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Il faut, la sécurité, elle se travaille, il y a un budget, on respecte, on travaille et tout ça et tout ça. Les minerais, parce que quand on parle d'un deal minier, ça veut dire qu'il y aura le traitement des miniers, des mines, hein, il y aura un traitement. Donc il faut en fait qu'on mette, pour que les Congolais en fait profitent des richesses, on devait avoir des entreprises étatiques en fait de l'État, par exemple qui transforment ces minerais, et puis d'abord on engage les Congolais, et puis on transforme ces minerais, et là il y a une valeur ajoutée. Là maintenant, vous faites un appel, il faut un appel d'offres. Pourquoi seulement les États-Unis? Pourquoi on ne fait pas d'appel d'offres? Parce que, pourquoi on ne fait pas d'appel d'offres? Vous souhaitez qu'il y ait appel d'offres? Mais oui, nous sommes. Pourquoi est-ce qu'on doit être contenté? La grande puissance Mais la grande puissance qui peut faire taire le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, le M23, si tu as Koudoura. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quelle est la politique de Trump à Gaza? Vous avez suivi ces déclarations? Est-ce que les Congolais suivent les déclarations de Trump sur le même problème que nous avons? Mais le problème que nous avons, c'est le problème de Gaza. Ni plus ni moins. Alors, il se réveille un matin, il veut nettoyer ethniquement, il veut faire déplacer toute la population qui n'ont qu'à partir, et puis on va leur construire un Eldorado, je ne sais où là et tout. Ça, c'est Trump. Il ne faut pas être naïf. Ils ne feront absolument rien. Les Américains, ce sont des capitalistes. Mais un capitalisme sauvage. L'État lui-même s'est construit comme ça, sur un génocide. Alors, pensez que les Américains viendront nous sauver dans un génocide qu'eux-mêmes sont en train de soutenir à Gaza. C'est Trump qui soutient ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Nous sommes un marché. Nous devons nous ouvrir, nous devons faire des appels d'offres. Celui qui vient avec la main, on travaille avec ce partenaire. Oui, mais le marché, qu'est-ce qu'il apporte? On a quand même ouvert le marché à beaucoup d'autres capitaux. Non, c'est pas vrai, parce qu'on est l'otage, on est la jachère d'un bloc. Depuis 4 siècles, on est la jachère d'un bloc. C'est pas vrai. Et nous, on ne veut plus justement de partenariat privilégié, on n'en veut plus. Celui qui représente le meilleur intérêt pour le Congo, c'est avec celui-là qu'on va travailler. Il faut s'ouvrir. Pourquoi seulement les Américains? Oui, mais pendant ce temps... Et pendant que toute l'Afrique de l'Ouest sont en train de lâcher tous les pays avec qui nous partageons un passé colonial. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Tout le monde lâche la France. Tout le monde, on ne veut plus. Ils se sont tournés vers d'autres. Essayons d'autres partenaires et voyons ce que ça donne. Et pendant ce temps, la rébellion, bon, s'il faut appeler la rébellion, le Rwanda, l'armée rwandaise, oui, est en train de poursuivre sa montée sur la RDC, malgré cette histoire de cesser le feu immédiat et inconditionnel, qu'on ne respecte toujours pas. La menace de prendre d'autres territoires pèse sur la RDC, le temps passe. Absolument, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne faut pas compter sur la communauté internationale. Netanyahou vient de bombarder Gaza là-bas en plein Ramadan. Il n'a pas respecté le cessez-le-feu. Que fait l'ONU? Que fait les États-Unis? Que font les États-Unis? Rien du tout. La solution ne viendra que par nous, Ambroise. Il n'y a pas de miracle autrement. Par nous-mêmes, la création du ministère de la Guerre. Et puis le sérieux des Congolais. Nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas, nous les Congolais de manière générale, nos dirigeants ne sont pas sérieux. Ah bon? Ben oui. On peut être sérieux, être dans une situation comme la nôtre, sans avoir préparé rien du tout comme ça. Parce que c'est ça que ça révèle, justement. Comment un pays aussi qui n'a même pas la superficie peut avancer comme ça, et comme ça, ouvertement, comme ça. Le Grand Congo, comme ça. Aujourd'hui, demain c'est demain c'est ceci. Comment ça? Et où est la résistance? Il y a une résistance, je ne dis pas qu'on ne fait rien, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on devait déjà massacrer. Un pays qui n'a que la superficie du Kasaï oriental. Le premier jour devait être anéanti. Le Rwanda a la superficie du Kasaï oriental. C'est 3 fois le Kasaï oriental. On devait, c'est-à-dire, dès qu'on... anéanti. Terminé. C'est ça, non, c'est à ça qu'on devait travailler et c'est à ça qu'on doit arriver. Mais il n'est pas seul, ce Rwanda, il n'est pas seul. Mais c'est ça que je dis, nous ne sommes pas sérieux, nous n'avons rien. Moi, j'aimerais demander à Madame la Première ministre quelle a été la politique, la stratégie, en fait, comment dire, qu'est-ce qui avait été prévu en termes de planification pour la défense nationale. Parce qu'elle était ministre du Plan. C'est ça le problème. Et on est là à la débandade maintenant, on demande aux gens de cotiser. Vous allez cotiser quoi et combien? Et puis il n'y aura pas de traçabilité. Parce que le problème c'est ça. Même si les Congolais donnent, quelle est la garantie que ça va arriver, effectivement et puis il y a des problèmes au front. Est-ce qu'on est sûr que les militaires vont recevoir? Par quelle voie? Il faut être sérieux. Moi je peux pas, et j'étais ravie moi quand Madame la Première ministre a été nommée, je dis enfin une femme et tout ça et tout. Mais il ne faut pas... Il faut des états généraux de la RDC. Oui, il faut. De la RDC, il faut un dialogue social ici. Ah, un dialogue social. Ouais. Un dialogue
dialogue social. Il faut un dialogue social. Basé sur quoi? Surtout, tout ce qui ne marche pas. Tout ce qui ne marche pas dans le pays. Avec qui? Il faut organiser, il faut réfléchir avec les dirigeants, la société civile, les autres, ceux qui peuvent. Il faut un dialogue social. Il y a une fracture. Et la cohésion, il y a une fracture. Donc, les CC et la Cinco ont raison d'entreprendre la démarche qu'elles sont en train d'entreprendre. Moi, le problème avec la Cinco, moi, comme je suis respectueuse des textes et que le pays étant laïque, le Congo peut être catholique, hein, parce qu'aujourd'hui c'est 80% de catholiques, mais l'État, lui, est laïque. Ouais. C'est ça. Et mon problème, c'est, dans cette posture de laïcité, je suis gênée que ce soit des religieux qui entament, qui mènent la démarche. Qui mènent la démarche Ouais. par rapport au statut de laïcité de l'État. Ouais. Le Congo, il y a des catholiques, mais l'État est laïque. Ouais. Donc moi, j'ai un problème avec ça. Vous voyez? Donc, pour moi, la solution, c'est le président de la République, son gouvernement, il a tous les moyens, tous les pouvoirs, etc. Et puis, il y a des médiateurs internationaux. C'est prévu comme ça, c'est réglementé comme ça en droit international pour la résolution des conflits. Voilà. Mais pendant ce temps, le président de la République, pour peut-être obtenir une cohésion nationale au pays, a fait une ouverture à l'opposition en annonçant un gouvernement d'union nationale. Absolument. Et les consultations ont débuté lundi. On n'a pas encore vu une figure de l'opposition être reçue par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. On a vu que le même visage de l'Union sacrée de la nation. Comment trouvez-vous cette initiative? L'initiative, moi j'aurais souhaité, parce que quand on voit maintenant la position de l'opposition, on peut se dire que l'opposition a été malmenée et insultée. Je pense que peut-être que la frustration vient peut-être de là. Et c'est une erreur. Parce Elle a été malmenée. Oui. Dans la dynamique interne. Dans la dynamique interne, et parfois, il y a eu des paroles malencontreuses à l'encontre de l'opposition. Or, l'opposition, elle est non seulement elle est légale, mais l'opposition, ce n'est pas une rébellion. Hein. Oui. C'est un courant de pensée où c'est des gens qui pensent justement... Une minorité, mais... Non, mais oui, mais une minorité qui pense autrement, tout simplement. Qui a une autre façon de voir le Congo, le développement du Congo. Donc ce ne sont pas des ennemis. Moi, je peux prétendre, je dis, moi j'ai la meilleure vision. Vous dites, non, moi j'ai une autre vision. Vous n'êtes pas mon ennemi. Ouais. Donc je pense qu'il y a eu peut-être des frustrations qu'il faut peut-être curer à ce niveau-là, voir comment est-ce qu'on peut travailler, et puis écouter les revendications. Peut-être, je ne sais pas, moi je ne sais pas, j'ai vu quelques partis effectivement qui ont refusé. Je ne sais pas il y en a qui ont dit qu'ils voulaient, eux, ils s'aligner à la démarche de la Cinco et les CC. Absolument. Moi, je dis, j'ai un problème avec le statut, parce que l'Église, c'est une ASBL, donc c'est un fait privé. Donc pour moi, comme l'État est laïque, ils n'ont pas qualité. Vous voyez, moi j'ai un autre argument par rapport à ça. Mais je dis que c'est le président de la République, il faut qu'il apaise. Il y a une fracture sociale dans le pays. Et la cohésion nationale, ce n'est pas seulement la cohésion quand il y a une agression, on appelle maintenant tout le monde quand on va former l'opposition. Un gouvernement. Ce n'est pas ça. La cohésion nationale, c'est la bonne gouvernance. Il faut apaiser le cœur des Congolais. Quand il y a une bonne justice Ambroise dans le pays, que les gens ne sont pas frustrés à perdre leur maison parce que l'autre avait tort mais il avait plus d'argent, là c'est la cohésion nationale. Quand les militaires vont au front, ils sont extrêmement bien payés, c'est la cohésion nationale. Quand les fonctionnaires sont bien payés à temps, c'est la cohésion nationale. C'est pour ça que je dis qu'il y a une fracture. Quand il y a une meilleure répartition des richesses, que chaque Congolais, là où il est, jouit des richesses du Congo, des mines du Congo, de l'eau du Congo, des forêts du Congo. C'est ça la automatiquement cohésion. La cohésion. C'est la cohésion. Et quand il y a un appel maintenant, ils répondent. Ils répondent, Ambroise. Et c'est ça qu'il faut, c'est là où il faut appuyer. C'est ça le problème au pays. Que les Congolais sont délaissés à 90% du temps. Mais quand maintenant on a besoin, venez. Non. Là, on appelle les gens qui partent en veste. Non, voilà. On estime que c'est un problème du gouvernement, c'est un problème des postes. Voilà. Et puis ce sont les mêmes qui commencent à se lancer des colibés. Exactement. Donc la cohésion nationale, elle est plus large. Elle va au niveau de la gouvernance d'une manière générale. Alors, donc, est-ce que vous donnez raison à ceux qui... Vous avez parlé de la frustration de l'opposition. Est-ce que vous leur donnez raison de refuser la main tendue du président de la République? Il faut écouter les arguments. Moi, j'ai juste vu, je ne sais pas quels sont les arguments, mais je dis qu'il y a eu la manière dont ça a été fait, ou les mots qui ont été utilisés, une position de faible, de je ne sais plus quoi on disait là et tout, c'est pas comme ça. Parce que l'opposition, elle est légale. C'est pas dehors la loi. Hein. Mais quand est-ce qu'il faut résoudre ça? Peut-être la frustration dont vous parlez, quand est-ce qu'il faut la résoudre? Mais quand Parce qu'il faut vaincre l'ennemi
Oui, mais il faut une cohésion nationale, mais la cohésion, comme je l'ai dit, elle découle des bons rapports aussi. Il y a tout un environnement qui fait que... C'est ça l'appel. Maintenant, quand vous les appelez, vous les avez malmenés, vous vous attendez à quoi? C'est ça le problème. Or, quand un opposant... Si vous écoutez... C'est leur pays, la RDC, c'est leur pays. C'est leur pays, effectivement. Ouais. C'est leur pays. Mais c'est ça que je dis, c'est ça l'opposition. Il ne faut pas que quand quelqu'un dit c'est un opposant, c'est péjoratif ici au Congo. Ça ne peut pas être péjoratif. Parce qu'un bon président peut même puiser dans les idées de l'opposition. Exact. Si vous voulez même pour moi être un excellent président, vous videz les arguments parce que vous n'aurez même plus, on ne pourra plus vous attaquer sur quoi que ce soit parce que ils disent que je n'ai pas résolu tel problème. Ok, je vais le faire. Ils ont dit quoi? Et vous résolvez comme ça et vous videz. L'opposition n'a plus d'arguments. L'opposition en parlant, oui, vous pouvez même en râlant, vous dites, mais là c'est pertinent. Vous trouvez de solution. Oui, là c'est pertinent. Oui. Et vous résolvez. Et qu'est-ce que l'opposition peut-être parce que vous-même, vous n'aurez peut-être pas une vision claire de ce que vous faites. Oui, et le pouvoir doit... L'opposition, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et c'est important dans une démocratie. C'est important. Parce que le problème au Congo, c'est qu'on se dit démocratique, mais on n'en respecte pas les principes. On va aux élections, on va utiliser 1 milliard pour aller aux élections pour ne pas respecter les résultats. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on est parti aux élections? Autant nommer les gens alors. Alors, il y a aussi une opposition armée. Laquelle? Il y a l'AFC, qu'on est Nanga. C'est connu, c'est officiel. Oui. C'est une opposition armée. Effectivement, mais je ne sais pas. Qui a un partenaire, le Rwanda. Effectivement. C'est effectivement vrai. Mais mon problème à moi ici, il m'est très difficile parce que moi, je l'ai dit ici, j'ai parlé de la frustration. Quand il y a une... Moi, je ne justifie rien. Mais je dis, il faut éviter de frustrer les gens, d'une manière générale. Et les gens, ce n'est pas seulement les politiques, même les Congolais. Quand les Congolais se plaignent chaque jour, il n'y a pas d'eau, la ville est ingérable. Hein, Ambroise, la ville est insupportable. On a l'impression qu'il n'y a pas de solution, mais il y a des solutions. On ne peut pas faire de chemin de fer au Congo. La première chose que les Belges ont fait ici, c'était de tracer les chemins de fer. Dans une ville comme la nôtre, dans un pays comme on a 100 millions, on ne peut pas faire des tracés de chemin de fer dans ce pays. On a l'impression que non, on est condamné à cette souffrance comme si... Ce n'est pas vrai. Les frustrations qu'on crée dans les cœurs des Congolais chaque jour. Demain, il y a une bombe, comme ce qui se passe à Gaza. Est-ce que les États-Unis vont réellement se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Si Gaza, un jour, envoyait une bombe aux États-Unis, Trump va s'étonner? Trump va s'étonner. Ok. Parce qu'il y a cette frustration qui vient de Gaza. Mais ce sont des frustrations. Et les frustrations, créent des réactions. Hein? Oui, ce sont des frustrations. Même les Congolais, tous les jours, sont frustrés. Parce qu'il y a une attente. Les Congolais attendent. Une attente déçue. Déçue, oui, ils attendent. Mais vous savez que quand on fait une révolution, c'est un coup d'État, non? Nous, la population, nous faisons des coups d'État. Quand on renverse, nous renversons le régime. Parce qu'il n'y a pas que le droit. Il y a le droit et la légitimité. Je donne un exemple, Ambroise. Un président de la République peut avoir... il est élu. Il est élu démocratiquement, il n'y a pas de souci. Mais le peuple, ça c'est la légitimité, peut estimer que à coquiter, toi à coquiter, ou il n'y arrive pas ou quoi. Le peuple a le droit, on n'en veut plus. Mandat ou pas mandat, que tu pars, on ne veut plus. Ça c'est la légitimité. Là on n'est plus dans le droit. Au niveau du droit, il est le président en fonction, il a le droit de rester. Mais le peuple décide que ça ne marche pas. Et quand on fait une révolution... Le peuple estime que ça ne marche pas en plein mandat. Oui, en plein mandat, mais ça s'est fait. La révolution française. Il y a eu plein de révolutions dans le monde comme ça. C'est un renversement de l'ordre constitutionnel aussi. Mais cette fois-là, c'est le peuple qui récupère son pouvoir, on renverse. Un peuple instrumentalisé. Non, pas nécessairement. Des frustrations. Mais quand on a coupé la tête là-bas en France, c'était les gens mouraient de faim. Les gens mouraient de faim, on a coupé la tête du roi. C'est pas instrumentalisé. Il y a des attentes réelles. Il y a des attentes réelles. Les gens, quand on vous met au pouvoir, on nomme un ministre, on nomme un PDG, un ADG, il y a des attentes réelles. Et quand vous ne rencontrez pas ces attentes-là, c'est des frustrations. Et le peuple peut réagir. Et le peuple va réagir. Qu'est-ce que vous disiez? Mais bien évidemment, on l'a fait plusieurs fois. On a l'impression que c'est comme ça. C'est pour ça que je dis, il faut comprendre la fonction. Et c'est ça que je dis, on n'est pas propriétaire d'un pays. Obama n'était pas propriétaire des États-Unis. Vous venez, vous êtes locataire de la Maison Blanche, vous venez, vous faites commander, et vous partez, vous laissez le pays. Est-ce qu'on part avec le pays? On ne part pas avec le pays. C'est le peuple qui est souverain. Mais est-ce qu'on a le temps pour régler tout ça?
Oui, bien sûr qu'on a le temps pour... Là, vous voulez dire maintenant, là? Le temps maintenant, avec l'agression, parce qu'il y a une pression qui vient. Non, moi, je n'arrête pas de dire pourquoi est-ce qu'on ne va pas voir la Russie. Moi, je ne fais que passer dans les émissions partout pour dire pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de faire un deal avec les Russes. Moi, je ne comprends pas. Ah, un deal avec les Russes? Pourquoi pas? Mais les mêmes Russes qui sont avec les États-Unis. Pas nécessairement. Ils sont mis sur la question de l'Ukraine. Non, ils sont pas. Oui, non, mais attendez, quand vous dites qu'ils sont pas forcément. Non, c'est pas qu'ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. De toute façon, c'est un problème de rapport de force. C'est un problème de rapport de force. Ils se respectent de toute façon pour commencer. Et les États-Unis et la Russie, on sait que l'un a l'arme nucléaire, l'autre c'est. Ce sont des pays nucléaires là-bas aussi. Vous voyez? Donc les États doivent travailler. C'est un problème de rapport de force, Ambroise. Quand vous êtes suffisamment fort, et même quand il y a négociation, vous êtes en position de négocier parce que vous êtes fort. On ne négocie. Et je ne sais plus qui a écrit qu'on n'obtient pas sur la table de négociation ce qu'on a perdu au front. C'est ça la vérité. Ce que vous avez perdu au front, vous ne l'aurez pas. C'est pour ça qu'ils avancent. C'est pour ça qu'ils avancent. Ce que vous avez perdu au front, vous ne l'aurez pas à la table de négociation. Vous ne l'aurez pas à la table de négociation? Non, ça ne marche pas comme ça. Problème de rapport de force. Le pays est ouvert. Ils entrent, il n'y a pas de résistance. Hein? J'extrapole. Pourquoi est-ce qu'ils vont venir négocier? Pourquoi est-ce qu'ils vont venir négocier? On négocie. Ils s'estiment forts et puis ils peuvent aller plus loin. Aller plus loin. Puisque c'est ouvert, entre guillemets. On avance. Voilà pourquoi je dis nous devons travailler. Alors, comment avez-vous personnellement analysé la posture du président honoraire Joseph Kabila sur cette question justement? Il m'est très difficile de commenter ça parce que, encore une fois, s'il y a eu accord, nous ne connaissons pas les termes. Accord entre qui et qui? Si, par exemple, il y a eu un arrangement entre les deux, par exemple. Entre Kabila et Tshisekedi? Par exemple, sur je ne sais quoi. L'un dit, il n'a pas respecté. L'autre dit, je ne sais pas quoi, par exemple. Moi, comment est-ce que je peux analyser? Je ne sais pas de quoi il est question. Qu'est-ce qui a été convenu ou pas? C'est très difficile. Il nous est Mais vous pouvez analyser ses propos sur la question du M23, sur... Il a analysé les propos de qui? De l'ancien président? De l'ancien président à qui on reproche de n'avoir pas condamné les massacres qu'il y a eu à Goma. Bon, c'est vrai qu'il a estimé je que pense les revendications du M23 étaient légitimes. Oui, non, là par contre, bon, c'est vrai qu'il s'est repris. J'ai vu qu'il s'était repris, mais c'est important parce qu'il ne faut pas laisser l'impression, effectivement, qu'on soutient l'inacceptable. Ouais. Hein? Mais j'ai vu qu'il s'était repris parce que la population n'a pas apprécié ça. Okay. Ça, je l'ai constaté. Mais je dis encore une fois, voilà pourquoi est-ce que je dis, il faut que tout doit être débattu. Parce que un pays congolais de nous aussi va se réveiller. Nous avions un deal avec le président Félix. Mais de quel deal? Et on nous fait des guerres comme ça. On doit savoir, vous vous êtes engagé à quoi? Pour combien de temps? C'est quoi c'est quoi l'ascenseur qu'on devait vous rendre? Et c'est important parce que vous saisissez votre peuple à ce moment-là. Il est témoin. Voilà. En cas de problème, vous avez le soutien du peuple. Mais quand vous avez négocié ou vous vous êtes arrangé, je ne sais pas comment, à votre manière, mais qu'est-ce que nous, on va dire? Les accords, si accord il y a, moi, je ne connais pas les termes, je ne sais pas ce qui a été décidé là-bas, ce qui a été dit, je n'étais pas là. Les accords politiques, ils sont souvent signés en secret. Oui, donc il est extrêmement compliqué. Comment je vais faire? C'est ta parole contre la mienne. Voilà, donc maintenant, vous mettez le peuple entre les deux, on fait comment? Hein? C'est compliqué, c'est très compliqué. Que faire? Que faire? Pour terminer maintenant cette émission, que faire? Vous avez déjà proposé la justice oui. doit être forte et j'encourage le ministre Constant pour ça. Il faut redresser. Lui ou quelqu'un d'autre qui viendra après, ou même lui là, parce que je trouve quand même qu'il a au moins la volonté, il faut faire quelque chose. La justice, c'est pas lui, ce sont les magistrats. Ce sont les magistrats, effectivement. Mais quand il s'avère que ceux qui donnent pas le droit convenablement, qui ne disent pas le droit, pardon, convenablement. Que faire avec eux? Mais il faut sanctionner. Ah, il faut sanctionner. C'est la justice qui garantit la bonne gouvernance. C'est la justice, Ambroise. Tout ce dont nous parlons, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Mais s'il y avait des sanctions, quand quelqu'un saigne les finances publiques, par exemple, il est sanctionné. Le peuple voit que désormais au Congo, vous ne pouvez plus détourner sans qu'il y ait soit sans qu'on vous arrache. Non seulement vous allez en prison, on vous arrache. Eh bien, le pays va changer, Ambroise. Le pays va changer.
Si vous mettez des Européens... Faut-il un homme fort, un homme Obama disait qu'il faut dictateur. Oui, il faut une bonne dose de dictature, mais de la bonne dictature. Une dictature de salut public. Oui, voilà. Je pense que c'est un très bon terme. Je pense que c'est vraiment ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, à moins qu'il y ait un mot de la fin. Non, non, merci beaucoup. C'est la première fois que je pense que je viens sur votre plateau. Je suis très honorée. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Donc, je demande aux Congolais de ne pas désespérer. Hein. La solution n'est pas... Elle a l'air comme ça désespérée, mais il y a des solutions. Et je demande au président de la République également, ceux qui n'ont pas leur place doivent dégager. Ah, ceux qui n'ont pas leur place. Doivent dégager. Au gouvernement. Partout. Gouvernement, dégage. Moi, j'avais même proposé la fermeture, carrément du Parlement pour récupérer cet argent et donner faire autre chose. Faire autre chose, lui faire. Il faut un nettoyage. Il faut que le président consente que la gravité, il prenne des mesures à la gravité de la situation. Oui, des mesures à la gravité. Fortes, à la gravité de la situation, il faut des mesures. Parce que là, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Exactement. La situation est grave. Exactement. On agit. Le ministre de la Défense dehors, parce qu'il n'y a pas de résultat, parce que lui aussi, je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait encore là, lui aussi. Les localités tombent, le ministre est toujours là. Il y a un problème là. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que lui, d'une manière générale. Ceux qui ne sont pas à leur place, qui dégagent. Voilà. Merci beaucoup, Madame Cynthia Merci Koudoura. à vous, merci, c'est un plaisir. Et on est là. Et moi, quand je viens à la télévision comme ça pour apporter un peu de lumière, c'est pour que le pays avance. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes juriste. Merci beaucoup. De formation, sans coloration politique pour l'instant. Et je salue mon père aussi qui me soutient toujours, qui me suit. C'est la fille à papa. Ouais, qui ne va pas manquer de me suivre, Notre vieux Koudoura Kassongo qui a bien formé. Hein. Oui, lui, quand on le suivait à la télévision, on tremblait. Hein. Exact. Je l'ai reçu une fois sur ces plateaux. Non, il est brillant. Hein. Il est brillant. Quand vous avez un père comme ça, dans la vie, comme dans la vie, si vous voulez être meilleur, vous travaillez avec les meilleurs. C'est tout. Exact. Et lui, il est meilleur. Donc, j'apprends beaucoup. Merci beaucoup. Il m'avait intimidé sur mon plateau ici. Ah je bon? le regarde, j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait avec ces géants ici de la presse? Non, un grand merci à tous mes amis qui me soutiennent aussi au quotidien. Marceline, Honoré, Stéphanie, ma soeur Lila. Un grand merci à vous. Merci, mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je pense que vous avez aimé. Merci. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro de Table Ronde. Au revoir.